Salut à tous, bienvenue sur ce live, ce troisième épisode du stream de Noël. Donc c'est un épisode régulier du lundi au vendredi qui se passe toujours en soirée, normalement 21h, mais parfois un peu plus tôt lorsqu'on a des obligations comme aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est le stream dans lequel je vais faire la rétrospective de 2022, dans lequel je vais vous parler de chacun des jeux de société que j'ai essayés et qui m'ont vraiment marqué, ceux qui sont pour moi absolument indispensables, qui sortent complètement du lot et surtout que je vous conseille si vous avez envie de vous gâter, de vous faire gâter, de gâter les autres, parfois aussi il faut penser aux autres. Et regardez, encore une fois, j'ai donné de ma personne avec ce magnifique serre-tête, on dirait même que j'ai une espèce de mulet à l'ancienne rasé sur le dessus avec des cheveux longs, c'est absolument délicieux. Et quoi qu'il en soit, je suis contente de vous voir. Et on a même la chance d'avoir Marie Grandjeu dans le chat. Elle, c'est une folle, elle fait des lives le matin à 11h. Je dors encore 11h du matin, je suis fatiguée. Mais quoi qu'il en soit, allez voir sa chaîne Twitch parce qu'en plus il y a moyen de gagner une valise de jeu, ce qui est assez énorme. Donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. Et oh, le meeple vert, mais Tibisounours, Gio Farfadet, décidément on est vraiment en bonne compagnie. Et c'est cool parce que j'avais un peu peur en me disant 19h, les gens ils sont fatigués, ils sont pas encore au taquet pour se distraire, ils sont en train de manger. Et ben non, vous êtes là et vous avez envie de savoir de ce dont on va parler. Alors je récapitule comme tous les soirs. On va avoir une catégorie avec un jeu enfant-famille, donc ça peut commencer à partir de 2 ans jusqu'à 7-8 ans. On a un jeu que je mets famille, à savoir on peut jouer avec des plus grands enfants ou entre adultes. On a un jeu initié, donc c'est la catégorie qui a été créée par l'As d'Or et je trouve que c'est une catégorie hyper pertinente parce que on sait qu'on est un peu entre deux eaux, on est un peu plus loin que le jeu familial, mais on n'est pas encore sur le gros jeu expert velu. Donc il y aura un jeu initié, un jeu expert et la mention. La mention, ce sera ce jeu un peu hors norme, soit une collection de jeux que j'ai vraiment envie de mettre en avant, une extension qui renouvelle très fort un jeu, ou même un jeu de rôle, puisque ça reste aussi une de mes grandes passions. Mais bon appétit Marie Grandjeu et merci d'être passée, ça me fait plaisir de t'avoir vu ici. Et donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite par le jeu enfant. Alors je vais vous montrer ce que moi j'ai sélectionné comme jeu enfant pour ce troisième jour. Aussi avant de le faire, je vous invite à re-regarder les lives précédents qui sont encore disponibles sur ma chaîne Twitch pendant quelques jours ou de toute façon de manière totalement indéfinie sur YouTube. Donc je les upload aussi là-bas, comme ça ils seront sauvegardés à jamais et ils ne se perdront pas dans les limbes de Twitch qui désactivent les vidéos après quelques jours / semaines. Mais quoi qu'il en soit, pour ce troisième jour dans les jeux enfants, j'ai sélectionné Clé Magique. Alors Clé Magique a Clé Magique a un petit truc qui m'a beaucoup plu, c'est un jeu jouet, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est un jeu de stop ou encore, donc ça va déplaire à Marie Grandjeu, mais c'est vraiment un jeu qui moi m'a énormément fait rêver parce que le principe c'est qu'on va faire une prise de risque. En fait, on a une espèce de parcours et dans chacune des cases de ce parcours est plantée une vraie clé en plastique qui permet d'ouvrir un coffre dans lequel on va ramasser des gemmes. En fonction du nombre de joueurs, on doit atteindre un certain nombre de gemmes pour gagner la partie. Comment ça va se passer? On va lancer 3 dés. Si jamais le symbole qui sort est un nombre de cases, ça nous permet d'avancer. Par contre, si on a des lunes, ça exclut automatiquement le dé. Et donc, les lunes, on ne peut pas les relancer. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir relancer les dés scores, ceux qui nous font avancer autant de fois qu'on le veut. Et quand on décide de s'arrêter, on s'arrête sur une case, on prend une clé, on la teste dans le coffre et certaines clés sont fausses, d'autres clés ouvrent bel et bien le coffre. Quand on réussit à ouvrir le coffre, on prend un nombre de gemmes dépendant d'à quel point on est avancé sur la piste de clés magiques. Et évidemment, plus on va loin, plus on prend de risques, plus les clés nous permettent de récupérer plus de gemmes. À chaque fois qu'une clé est utilisée, on la garde devant soi. Si c'est une fausse clé, ça permettra de contrer un mauvais jet de dés plus tard. Et si c'est une vraie clé, on l'accroche sur les remparts du château et on va jouer ainsi jusqu'à ce qu'on essaye de récupérer toutes les gemmes, en tout cas celles qui sont mises comme objectif en fonction du nombre de joueurs. C'est vraiment super chouette. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça mignon. Il y avait quelque chose de extrêmement satisfaisant quand on trouve la bonne clé, qu'on essaye et que tout d'un coup le coffre s'ouvre. Comme je dis, ce côté jeu jouet est absolument foufou. C'est vraiment très bien. Et donc du coup je lis les commentaires et je vois que Marie a aimé Clé Magique, même si c'est du stop encore, comme quoi tout est possible si c'est bien fait, alors ce sera forcément plaisant.
Voilà, donc Clé Magique, c'est une localisation de Happy Baobab, donc c'est un éditeur qui fait des jeux en Corée du Sud et leurs jeux sont systématiquement absolument incroyables. Moi, je trouve qu'ils ont une très très chouette sélection et surtout, c'est un peu du hors norme, donc c'est pas forcément des trucs qu'on verrait ici en Europe. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu plus de risques dans ce qu'ils se permettent d'éditer et parfois ça tombe à plat et parfois ça marche super bien comme ce Clé Magique qui est vraiment trop trop chou. Dans les jeux famille, alors j'ai sélectionné District Noir. Si vous suivez mon compte sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait une présentation assez cool avec un make-up, etc. C'était très chouette parce que c'était l'occasion d'explorer un peu cet univers graphique qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans District Noir, c'est que c'est un jeu dans lequel on va donc jouer uniquement à 2 joueurs, mais c'est un jeu qui va revenir un petit peu aux fondamentaux aussi du stop ou encore. On va croire que c'est une thématique, mais donc ça revient un petit peu à ces fondamentaux, mais tout en proposant quelque chose d'un peu un peu subtil. Donc je vous explique le principe. Dans le jeu, vous allez avoir un ensemble de cartes qui représentent des bandits que vous pouvez recruter dans votre bande. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont une valeur qui est 5, 6, 7 ou 8, je pense. Et vous allez à chaque tour devoir les placer dans une espèce de rivière. Donc c'est une construction qu'on fait au centre de la table avec un alignement de cartes. Et à n'importe quel moment de la manche, vous avez le droit tout simplement de dire « Ok, moi je m'arrête là et je ramasse les 5 dernières cartes de la rivière. » Par contre, parmi les cartes qu'on va mettre, il y a également des cartes très pourries qui sont des bandits nuls, des indices, des trucs qui vont vous donner des valeurs négatives. Et vous avez également des cartes villes. Les cartes villes sont super parce que c'est très très difficile à obtenir, mais quand vous réussissez à avoir les 3 différentes, vous gagnez automatiquement la partie. Et ça, clairement, ça crée quelque chose d'assez rigolo parce que on peut décider d'un petit peu alimenter cette rivière avec des choses nulles, avec des cartes villes intéressantes, avec des collections, puisque, comme je vous l'ai dit, les bandits ont une valeur 5, 6, 7 ou 8, et en fonction de celui qui a la majorité dans un chiffre, ça vous donne des points de victoire supplémentaires. Donc, l'idée, c'est toujours de dire, je mets une carte qui pourrait intéresser mon adversaire, mais en même temps, je vais un peu pourrir cette rivière centrale pour être sûr qu'il n'aille pas chercher cette carte qui en fait m'intéresse moi aussi. Comme on est obligé de placer, on n'a pas le choix. Donc, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Ce qui moi m'a plu énormément, c'est le côté très épuré. L'idée de revenir un petit peu avec 2 règles et demie à un truc très très fondamental, mais où en fait on va droit au but, on sait exactement à quoi on joue, on comprend et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du pur bonheur, sans compter que je le trouve aussi super beau. Et on a plein de gens qui sont là, qui arrivent, donc c'est cool. Salut Megumi, salut Matt Silver, salut Mowgli d'Armor, salut Icox, salut tout le monde. C'est vraiment très chouette de vous avoir ici. Et oui, alors c'est vrai que, comme tu dis, Team Orage, il n'est pas bien noté sur BGG. Ils sont peut-être pas fans des jeux de pli. Il y a plein de raisons. Ce qu'il y a, c'est que BGG aussi, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à coter très mal les jeux qui font du buzz, mais qui sont pas des jeux experts, tu vois. Des trucs comme par exemple Brass ont des scores absolument incroyables parce que c'est du gros jeu expert et que les gens qui sont sur ces sites ont tendance à vraiment adorer ce genre de jeu. Tandis que ceux-là, il y en a beaucoup qui se disent moi, amateur de gros jeux, je comprends pas l'engouement pour ça, je passe totalement à côté, donc je vais le défoncer. C'est des phénomènes. De toute façon, très honnêtement, moi, les règles sur Internet, je les regarde plus parce que je me rends compte que quand un jeu a de très très bonnes notes et très très mauvaises, c'est qu'il y a un problème, il y a un phénomène en fait derrière qui peut être soit lié à n'importe, comme Alice Missing, il y en a beaucoup qui l'ont défoncé aussi parce qu'ils aimaient pas le côté écriture inclusive ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, les notes, ça a absolument plus aucun intérêt. Je préfère regarder une partie complète ou lire un avis, ou lire les règles, ça me permet de me faire clairement un avis beaucoup plus précis sur un jeu. Salut les jeux de la méthanine, bienvenue. Et salut à Amandine qui était justement ma partner in crime et qui a fait la photo de District Noir qui est absolument incroyable. Donc District Noir en termes de jeu famille, donc c'est pour ça, pour offrir à un couple ou pour offrir à votre chéri ou chérie, c'est vraiment le super bon choix pour moi. Il est très très bon et super plaisant, super joli, hyper fluide et très très simple. Dans les jeux initiés, j'ai choisi pour moi une pépite absolue qui est totalement passée sous les radars et il s'agit de Solar Storm. Alors, le truc de Solar Storm qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai eu envie, dès que j'y ai joué, de le comparer à une espèce de pandémique, mais hyper musclé. Donc en fait,
On a pris Pandémique, on lui a mis une piqûre de stéroïdes et on a dit vas-y maintenant tu vas être un jeu difficile. Et donc ça j'ai trouvé ça très très cool, ça m'a beaucoup plu. Le principe dans Solar-Storm c'est que vous êtes au centre d'un vaisseau qui se dirige vers le soleil parce que évidemment les gens qui ont codé votre trajectoire sont des branques et donc vous allez mourir dans le soleil. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour éviter cette catastrophe, vous allez avoir un ensemble de cartes qui sont des cases. Donc vous avez une carte centrale et 8 autour. Ça représente les différentes salles du vaisseau. Et l'idée, c'est que vous allez devoir vider l'énergie des salles externes du vaisseau pour la rediriger au cœur du vaisseau, ce qui vous permet donc d'éviter la tempête solaire et de faire repartir votre vaisseau loin de ce phénomène qui va de toute façon vous causer bien plus de problèmes que juste désactiver vos salles. Comment ça va se passer? À votre tour, vous avez 3 actions possibles. Soit vous allez pouvoir vous déplacer de salle en salle, ce qui va vous permettre aussi, pour une autre action, d'activer les pouvoirs des salles. Donc quand on se trouve dans une salle, on peut activer son pouvoir. Il y a un côté un peu île interdite avec des pouvoirs sur les cases qui est extrêmement intéressant. Vous allez aussi pouvoir collecter des cartes ressources. Donc les ressources, il va y avoir de l'énergie, des matériaux, des données et des petits robots. En collectant ces cartes qui sont très très capitales et vitales, vous allez également pouvoir les défausser, soit vous en débarrasser pour essayer de réparer une salle, soit vous pouvez vous en débarrasser pour essayer donc de rediriger l'énergie vers la case centrale. Ce qui est hyper bien fait, c'est qu'on va constamment devoir communiquer et s'arranger avec les autres joueurs en disant « Ok, alors toi, tu vas dans cette salle-là, parce que comme ça me permet, moi, grâce à ce que j'ai dans ma main, parce qu'on joue à main ouverte, donc grâce à ce que j'ai dans ma main, je vais pouvoir activer une salle qui va nous donner un pouvoir, etc. » C'est vraiment super bien fait. Il y a un module avancé dans le jeu qui permet de jouer avec des salles alternatives, donc ça c'est vraiment pas mal. Et c'est pour ça que je le mets en jeu initié, parce que si sa base est quand même, comme je le dis, un peu comme un Pandémique, un peu plus musclé, en vérité, grâce aux salles aléatoires, ça permet de rajouter beaucoup de challenges et des choses un peu plus costaudes. Donc voilà, je l'ai trouvé très très chouette à jouer. Il est vraiment super simple, hyper intuitif. Et pour l'anecdote, je l'avais vu en boutique et ça m'intriguait beaucoup. J'hésitais à me l'acheter, etc. Et c'est lors d'un voyage en Bretagne, en Normandie, je me suis arrêtée dans une boutique de jeux à Rennes et ils ont eu la gentillesse de me conseiller des jeux, notamment celui-là avec lequel je suis repartie et qui m'a vraiment énormément plu. C'était la toute bonne surprise, surtout pour quelqu'un comme moi qui, mis à part le Pandemic Legacy, parfois j'ai un peu l'impression de revoir toujours le même jeu et là je me suis dit, oh non, une bonne surprise, un thème, voilà, un vaisseau spatial qui est à la dérive, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Donc j'ai trouvé ça très 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 bien et c'est pour ça que moi, sans hésiter, je vous le recommanderais, c'est si vous avez envie de vous donner une expérience coopérative un peu musclée. À savoir aussi qu'il marche évidemment extrêmement bien en jeu solo aussi. Dans les jeux experts, alors, je vous ai sélectionné un petit malin Tindaya, un petit truc, de rien du tout, 3 heures à peine, un gros jeu velu. Celui-là, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je vous invite, après cette présentation, si vous voulez en savoir plus, à regarder la vidéo que j'avais faite à l'époque du financement participatif du jeu. Et oui, il est en VF, Solar-Storm. Tous les jeux que je présente sont en VF, tous. Donc Tindaya, localisé par Funforge, et Solar-Storm, localisé par Bad Taste Games, qui, contrairement à ce que son nom semble laisser croire, n'est pas du tout un éditeur anglophone, mais un éditeur francophone. Donc Solar-Storm existe en français sous ce même titre. Tindaya, donc, pour revenir à nos moutons, Tindaya, excellent jeu qui peut se jouer en solo, en coopératif ou en compétitif, que je verrais un peu comme une espèce de Spirit Island, peut-être plus fluide. Alors dans Tindaya, on va jouer un peuple d'autochtones des îles Canaries, donc un vrai peuple qui a vraiment existé et qui a été complètement décimé par l'arrivée des Espagnols dans ces îles, qui ont donc complètement ravagé le peuple, réduire l'esclavage, etc. Enfin voilà, les chouettes histoires de la colonisation, vous connaissez. Quoi qu'il en soit, vous, en tant qu'autochtone, vous allez devoir repousser l'envahisseur. Et donc comment ça va se passer? Eh bien, vous allez chacun bénéficier, que vous jouiez en solo, en compétitif ou coopératif, c'est la même chose. Vous avez un plateau personnel qui représente un arbre de technologie. Parce que vous commencez avec ce peuple autochtone qui est quand même relativement primitif, et puis en fait au fur et à mesure vous allez, grâce à vos échanges avec les autres tribus, commencer à vous développer, acquérir de nouvelles technologies, que ce soit des technologies pour mieux conserver votre nourriture, etc. Parce qu'on joue vraiment presque de la préhistoire jusqu'aux envahisseurs.
Et grâce à ça, vous allez pouvoir gérer mieux vos ressources, les garder mieux. Et surtout, il y a un truc hyper intéressant avec les ressources, c'est qu'on n'a pas du tout intérêt à essayer de absolument vider l'entièreté de l'île de tous les sangliers, parce que sinon, il n'y en a plus pour se reproduire, ils font plus de bébés, et donc il n'y aura plus jamais de viande séchée. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Et donc, au fur et à mesure que vous continuez à mener votre vie d'autochtone dans ces îles, à savoir fabriquer des machins, aiguiser des armes, planter des trucs, récolter, chasser, etc., vous allez devoir aussi vous confronter donc à la véritable catastrophe qui est l'arrivée des envahisseurs qui vont donc débarquer avec leurs bateaux sur les îles pour essayer d'exploiter vos ressources, de prendre contrôle de vos territoires, etc. Deuxième effet vraiment marrant, c'est qu'il y a également sur ces îles des esprits, donc des esprits super cool qui vous donnent le beau temps, des récoltes abondantes, des bébés en bonne santé, mais aussi qui vous disent si tu ne me donnes pas assez de sacrifices, peu importe la forme que ça prend, on va s'entendre en bonne intelligence, mais tu as intérêt à me ramener des trucs à moi en tant que divinité ultime, parce que sinon je te crame toi, ton île et toute ta famille, et ils vont le faire. Et donc à chaque tour on sait que tout ce qu'on a créé, on va devoir évidemment garder un petit à côté qu'on va devoir mettre chez les divinités. Et donc ça, c'est vraiment malin parce qu'il y a un système aussi hyper intéressant de gestion de la ressource où on est obligé de faire un tout petit peu de surplus, plus que ce dont on a besoin pour pouvoir le sacrifier aux divinités, donc éviter les pires des catastrophes. En vérité, vous allez quand même avoir des tsunamis, vous allez quand même avoir des éruptions volcaniques, vous allez quand même avoir plein de trucs comme ça, mais vous allez, grâce à vos dons, et vos sacrifices, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui est susceptible de vous arriver, donc un petit peu mieux le gérer et adoucir la catastrophe. Juste comme ça, petit clin d'œil en passant, mais il est tout à fait possible de sacrifier des envahisseurs espagnols. C'est un don que les divinités acceptent aussi. Donc voilà, Tindaya, c'est un super bon jeu expert. Donc je vois Timorage, tu me demandes ici le niveau de difficulté. En fait, il est vraiment compliqué. Il est vraiment compliqué, tant en termes d'appréhension des règles, c'est vraiment pas du tout un jeu facile, mais quand même toujours plus facile que Spirit Island. C'est un jeu aussi qui va demander d'avoir une très très bonne compréhension de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la partie à quel point c'est difficile de gérer correctement ses ressources, et surtout, quelle avancée dans l'arbre des technologies on va vouloir faire pour pouvoir se développer correctement. Est-ce qu'on va privilégier plutôt l'aspect guerre, l'aspect voyage, l'aspect conservation de nourriture, etc. Donc toutes ces technologies sont hyper importantes, mais on ne peut pas toutes les développer, donc ça c'est aussi un aspect difficile. La longueur du jeu, donc clairement une partie c'est minimum 2h30, de toute façon même pour une partie d'initiation vous êtes parti pour 3 heures, rien qu'à 2, c'est sûr et certain, donc c'est du gros jeu, c'est clairement un des jeux les plus velus auxquels j'ai joué. Je pense que je le mets clairement dans un niveau de difficulté même au-dessus d'un Ark Nova, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, à savoir faire prospérer votre clan, défoncer les envahisseurs et en plus satisfaire vos dieux pour pas qu'ils vous fassent des éruptions volcaniques qui vont faire disparaître l'entièreté de votre terre. Donc il est exigeant, clairement, mais si vous aimez ce genre de jeu touffu, un peu tricky, je pense que voilà, ça va vous plaire, ça va beaucoup vous plaire. Donc en termes de jeu expert, c'est vraiment celui-là que je recommanderais absolument si vous avez envie de vous challenger. Et pour la petite mention, je vais vous parler évidemment de la collection des micro-macros. Alors, les micro-macros, ils sont une collection maintenant, puisqu'ils sont 3. A priori, il y aura encore d'autres boîtes qui vont sortir. De ce que j'ai pu glaner comme information récemment, il est fort peu probable qu'une version enfant de Micro Macro sorte un jour, puisque les créateurs et le studio de développement de Micro Macro, c'est pas des gens qui ont énormément d'enfants dans leur entourage, et donc du coup, ils ont pas la possibilité de faire tester les scénarios pour voir en fait, le petit Timmy de 7 ans, est-ce qu'il peut supporter un niveau de violence tel que je lui ai volé sa glace? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, ça reste un jeu qui est quand même à destination des familles familles avec des enfants assez matures. Mais il y a quand même un petit truc, c'est que pour Micro Macro Trick House et Full House, enfin Trick City et Trick Town et Full House, je vais y arriver, il a été implanté un petit système de pictogrammes qui vous dit sur chaque enquête quel est le type de sensibilité qu'il faut avoir pour pouvoir jouer à cette enquête. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée, c'est c'est de pouvoir dire, à partir de la 2e et 3e boîte, vous pouvez déjà savoir que la moitié des enquêtes sont accessibles avec des enfants 7-8 ans. C'est des enquêtes un peu dures, mais par contre, en termes de
thème évoqué, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence sordide, voilà, ça va être des trucs relativement ouf, je l'ai échappé belle, oh là là, on m'a volé ma voiture, mais voilà. Et donc du coup, les micro-macros, ben, pour chaque boîte, vous allez avoir environ 15 à 16 enquêtes, une grande carte que vous allez étaler sur la table et vous allez avoir un jeu qui se trouve à la fois entre un Où est Charlie et un vrai jeu d'enquête, à savoir on va suivre la progression de petits personnages qui se répètent à différents endroits de la carte et ça nous fait tout le chemin que ce personnage a fait et donc on doit essayer en remontant la piste de trouver ce qui lui est arrivé et comment il en est arrivé là. Donc à chaque fois on a une petite enveloppe avec dedans une enquête qui nous dit, voilà, donc on commence par ça, voici l'enquête, voici le défi, qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire sur le vol de la glace du petit Timmy? Ah ben je vois que une rue plus loin, il avait toujours sa glace, mais par contre, il y avait une bande de sales thugs qui le regardaient méchamment et je vois qu'ils avaient vraiment envie de lui voler sa glace. Ah ben effectivement, si je reviens à mon point de départ, le petit Timmy se fait bolosser par des thugs qui lui ont volé sa glace, etc., etc. Et donc en suivant la progression, on répond aux cartes de l'enquête au fur et à mesure et on découvre chaque fois des nouveaux coins de la map avec des personnages qui la traversent entièrement, qui disparaissent dans un métro, réapparaissent dans l'autre, etc. C'est vraiment très très chouette. Par contre, pour l'avoir testé en configuration 4 joueurs, je déconseille totalement. Pour moi, c'est clairement un jeu qui se joue à 1, 2, max 3. Parce qu'à 4, on est front contre front. Et en fait, c'est mais pousse-toi, j'essaye de regarder où est l'hôpital. Ça devient un peu pénible. Donc, c'est un excellent, excellent jeu d'enquête. Si vous aimez évidemment ce genre-là, jeu d'observation, voilà. Mais par contre, ouais, pour 1, 2, voire 3, si on stretch un peu, si on est souple, si on fait twister sur la carte. Et je vois dans les commentaires Mowgli qui dit les ventes de la 3e s'essoufflent, c'est normal. Enfin, pour moi, il y a un truc qui est aussi un peu le côté phénomène, c'est-à-dire que le premier, c'est excessivement bien vendu puisque les gens avaient envie de quelque chose qui renouvelait clairement le jeu d'enquête et c'était le cas et on a vu ça par exemple aussi avec les Undo, avec les Echoes et puis en fait je pense qu'il y a aussi cette espèce de vente en M, donc c'est à dire que d'abord ça pique très très haut puis ça retombe et puis après ça recommence parce que au fur et à mesure le jeu va sortir de la bulle des uniquement joueurs pour vraiment passer dans une autre bulle qui est la bulle du tout public. Et on a vu ce phénomène, en tout cas moi je l'ai vu en boutique avec les unlock. Clairement les 3 premiers unlock on en commandait et on en vendait 400 par an minimum. Puis après les suivants ça s'est un peu cassé la gueule et puis c'est remonté en flèche et maintenant ça atteint une très très belle stabilité. Donc pour moi c'est pas du tout un truc qui est significatif d'un essoufflement du jeu ou d'un manque d'épicness ou de ce que tu veux. Je pense qu'il reste tous qualitatif, c'est juste vraiment ce phénomène. On le voit aussi avec les Villainous et avec tous les jeux qui ont extrêmement très très fort buzzé avec leur première itération. Je vais juste repasser un petit peu sur vos commentaires. Donc R comme Rémi, tu demandes le prix pour le Tindaya. Alors si je me rappelle bien de tête, il doit s'agir d'un truc genre une 50aine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Non, plus cher que ça, je le vois ici à ouais, entre 65 et 70 euros, donc effectivement il n'est pas tout à fait donné. Après il y a beaucoup de matos dedans, puis c'est des petits tirages aussi, et c'est Funforge qui édite en français, donc forcément des tirages un peu moins conséquents et donc des prix qui sont quand même beaucoup plus élevés par rapport aux autres du marché. La bonne configuration pour jouer à Tindaya, ça dépend clairement du challenge que tu cherches. Après, moi je pense que 2-3 joueurs c'est très très bon. 4 ça peut commencer à être fort long, à moins que les 4 soient vraiment d'excellents bons joueurs de jeux experts et qui sont amateurs. Mais voilà. Et sinon je pense que j'ai fait un petit peu le tour des commentaires. Donc on va récapituler ce qu'on disait. Donc tout d'abord, pour le jeu enfant, je conseillais donc Clé Magique, qui est pour moi absolument génial parce que je le trouve à la fois super mignon, archi ludique, le système des clés qui ouvre des coffres et tout, c'est vraiment trop bien fait. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de très très fort au jeu qui dépasse le côté jeu de société pour rentrer vraiment dans cette espèce de monde entre deux avec à la fois du jeu de société et du jouet et je trouve ça vraiment super chouette. En famille, ah oui, non, donc je vais le cacher. En famille, donc j'avais conseillé District Noir qui m'a plu parce que en fait il a des règles vraiment épurées et il revient un peu à un truc les fondamentaux du jeu de société, surtout à 2 joueurs. Il s'embarrasse pas de 10 000 règles et pour avoir par exemple rejoué aussi T'es perdu, je retrouve ce même
plaisir, du jeu extrêmement pur, extrêmement simple et en même temps avec plein de stratégies vraiment très intéressantes. En jeu initié, Solar Storm, qui est cette espèce de pandémique survitaminé vraiment brillant que je vous conseille absolument si vous avez envie d'avoir un jeu qui soit un peu plus challenge qu'un jeu familial. Toujours intéressant, un coopératif qui marche aussi très bien en solo avec ce sentiment d'urgence, gestion de plusieurs niveaux, à savoir à la fois réparer des salles, à la fois détourner l'énergie, à la fois s'arranger entre joueurs pour savoir ce qu'on va faire, vraiment très bon. En jeu expert, donc Tindaya avec ses très gros niveaux d'exigence en termes à la fois de gestion de ressources, gestion des catastrophes, des imprévus, avec le côté aussi gros jeu qui va demander 2 bonnes heures minimum pour être vraiment bien assimilé. Et enfin la mention, c'est micro macro, l'ensemble, parce que pour moi ça reste vraiment un excellent cadeau, une très bonne alternative aussi aux jeux type Unlock, Détective, etc. Quand on a fait un peu le tour, qu'est-ce qu'on peut essayer de découvrir de nouveau et qui sont un petit peu différents. Micro macro, très chouette. Donc c'était la petite sélection du jour. Et oui, je suis désolée, petit bisounours, mais vous allez devoir vous y faire le 70. C'est comme ça. On est Team Belgique ici. Mais oui, quoi qu'il en soit, merci Rémi. Oui, je trouve que c'est une chouette sélection. J'essaye d'avoir de la variété dans ce que je vais proposer. Et plutôt que de noyer les gens avec une vidéo de 5 heures où je mets l'entièreté des jeux qui sont vraiment bien, je préfère chaque jour, une petite demi-heure, on va passer en revue des très bons jeux. Et donc là, je pense qu'on a une super bonne sélection. Puis pour ceux qui sont curieux, qui l'ont pas encore vu, il y a les 2 premiers épisodes de ce stream de Noël qui sont disponibles sur YouTube ou en replay sur Twitch. YouTube, l'avantage, c'est qu'ils y seront à tout jamais dans la sélection stream de Noël. Et donc, merci Lydie Folie, oui c'est un très chouette projet et je vais le mener à bien, donc on se retrouvera tous les lundis au vendredi, normalement 21h30, sauf imprévu, quoi qu'il en soit, je le dis toujours dans mes stories, l'heure à laquelle ça commence, sinon vous activez la petite notification pour savoir quand est-ce que j'arrive en live sur Twitch et de toute façon le lendemain disponible sur YouTube. Merci Dark Pampa, ça me fait vraiment aussi très plaisir de retrouver tout le monde dans le stream, c'est très chouette. Et sinon pour répondre à ceux qui se posent la question, personne dit octante, on dit 80 comme tout le monde et il n'y a que les Suisses qui disent 80 et en fait c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va s'arrêter là. Moi j'ai un petit métro à prendre, je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain. Bye.